Et immanquablement, au moment où j'exprime ce sentiment, me revient à l'esprit le propos de Shakespeare: il y a plus de choses entre le ciel et la terre que dans tous vos livres de philosophie. Et immanquablement, au moment où je m'adresse à un certain nombre de nos compatriotes, de mes compatriotes, je pense à ce que disait un auteur de qualité qui politiquement nous est éloigné, Victor Hugo, dans une assemblée parlementaire du siècle dernier. Il y avait eu là beaucoup de désordre, ce qui est commun à toute assemblée parlementaire, mais il y avait eu également beaucoup de disputes. Il leur déclara: parlons de Napoléon, cela nous fera du bien. Mon rôle en quelques 20 minutes est de vous parler de Jeanne d'Arc, et je pense que cela nous fera du bien par rapport à l'époque actuelle. Le problème est que l'histoire est toujours vivante et toujours présente. La distance chronologique est une chose qui n'a rien à voir avec la distance physique. À peine une trentaine de grands-pères nous séparent de l'époque du Christ. J'ai parfaitement et très bien connu mon grand-père né sous le Second Empire, je le disais tout à l'heure, qui lui-même avait parfaitement connu son grand-père né sous le Premier Empire. Et comme je me charge vraisemblablement de dire à mes petits-enfants ce que ceux-là m'ont transmis, j'exprime d'abord l'idée que si nous sommes très peu de temps, et les compagnies d'assurance nous donnent 70 ans de moyenne sur la Terre pour accomplir la mission qui est à chacun d'entre nous, qui lui est dévolue, eh bien, les choses vont très vite, et qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'en évoquant Jeanne d'Arc aujourd'hui, nous évoquons quelque chose de trop ou de très lointain. C'est notre orgueil d'hommes modernes de croire que nous avons tout découvert ou que nous savons tout. Lorsque l'empereur Napoléon Ier donnait des instructions à l'escadre du Ponant à Brest, par le télégraphe chape entre Paris et Brest lorsqu'il faisait beau, cela mettait 11 minutes. C'est une des illusions de notre époque de croire que nous sommes vraiment plus forts et plus grands que ceux qui nous ont précédés. Alors de 2000 ans, nous passons à 1000 ans. C'est la création de la monarchie française, les chefs capétiens de notre peuple, les chefs populaires capétiens de notre peuple prennent en destin cette population sur ce territoire, et c'est l'élection au sens de la proclamation du Capet en 987, il y a seulement 1000 ans, dans quelques années. En faisant un bond, il y a là un très grand roi, Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis, qui a 3 fils, dont un auteur subalterne a prétendu qu'ils étaient les rois maudits, mais la mortalité infantile était telle que cela pouvait se retrouver également dans les familles royales, et 3 monarques se succèdent en seulement 3 années, Louis X, Philippe V et Charles IV. Aucun n'a d'héritier masculin. C'est donc la fin des Capétiens directs, après seulement 3 siècles, et en 1328, c'est le premier souverain valois, Philippe VI, qui est le neveu de Philippe le Bel, par son père Charles de Valois, mais comme Édouard III d'Angleterre est le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle, ce roi d'Angleterre estime qu'il est le plus proche et revendique le trône de France, mais il se heurte à la règle de succession dans les chefs capétiens de notre peuple, les chefs royaux de notre peuple, à savoir la succession par les hommes, et c'est le début de la guerre de 100 ans, parce qu'il faut toujours situer les choses. Et pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que de toutes les monarchies européennes qui constituaient le cadre politique de l'époque, une seule a conféré à celui qui la dirige un rôle quasi sacerdotal, notamment par le sacre de Reims, et c'est une règle de la vieille Europe marquée par le catholicisme, par le christianisme organisé par Rome, à savoir que n'accèdent pas au sacerdoce, pour des raisons qui tiennent sans doute à diverses expériences, les femmes, et c'est sur cette question de principe que se situe ce conflit séculaire entre la Grande-Bretagne, entre l'Angleterre et la France, et que va arriver la mission de Jeanne. Alors, on serait tenté, lorsque l'on évoque l'histoire de Jeanne d'Arc, de dire c'est l'histoire de la bergère et du prince. Ça serait trop simple, trop poétique et pas assez politique, parce que la vie des hommes
est une vie rude et difficile, et qu'il ne suffit pas de dire que l'on va changer la vie, que l'on supprimera les épines sur les roses pour que celles-ci sentent meilleure et qu'elles soient perpétuelles. Donc, l'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas seulement l'histoire de la bergère et du prince, parce que ce prince n'était pas spécialement charmant et que Jeanne d'Arc n'était pas spécialement une bergère. Nous avons donc un dauphin, le dauphin Charles, qui deviendra roi grâce à Jeanne, sous le nom de Charles VII, et quelle hérédité! Il est le fils d'un père fou, son prédécesseur, son père Charles VI, était devenu fou, et d'une mère dévergondée. Et historiquement, chacun d'entre vous a ce nom parce qu'il lui est revenu par l'école, c'est Azincourt 1415. Ce soir-là, nos soldats virent la fin d'un monde et la fin du monde pour eux. C'en était fini. Comme chaque fois, il nous arrive parfois d'avoir la sensation, l'impression, soit dans notre vie particulière, soit dans celle de notre nation, que les choses sont finies. 1415, or 3 ans auparavant, était né aux confins Honneur à Jeanne d'Arc, vive la France, vive le roi, vive l'Action française. C'est l'Action française qui, au prix de 1000 jours de prison, ont imposé le cortège national Jeanne d'Arc à la République. Vive la France, vive le roi, vive l'Action française, restauration nationale, centre de propagande royaliste et l'Action française. Honneur au camelot du roi, honneur à la France, honneur à Jeanne d'Arc, honneur à l'Action française, restauration nationale. Renouveau du cortège national Jeanne d'Arc. Demandez à la restauration nationale avec le français. Il raconte n'importe quoi aux Français et aux Parisiens. La radio et la télévision sont au mains des socialistes communistes et de la CGT. Vive la France, vive le roi, vive l'Action française. Oh, il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien, c'est tout du protestant. Écoutez. On peut la défoncer au moment. Ah oui. Hein? C'est au point de dislocation, c'est carrossé d'accord? Compris? Ouais, bien. Allez, fais un sourire, Philippe. Bon, dites donc, vous voudriez venir un petit peu? Voilà, non, on ne te met pas là, il est en train de te téléviser, si tu aimes un peu téléviser. Oh, j'ai horreur de ça. Alors voilà, c'est mon nom, Ouais, n'est-ce pas? Alors, non, ça suffit, que voulez-vous que je dise de plus? Bien, allez.
Et un monsieur qui me trace le oui. Exact, d'accord. Les jeunes derrière banderole, s'il vous plaît. Demandez la passeport exceptionnelle à l'Action française. Qu'est-ce qu'il a dit pas de bleu, mais les blancs. Michel, Michel. Et là, pour les deux bleus sur le d'ailleurs. Ça pour l'instant, après tu pourras.
vague, il s'arrête devant. Bien sûr, mais que c'est passionnant, etc.
vous allez pas couper là-bas, mon Dieu. soir, on a fait la militaire, on prend 93. 48% du temps. On a mis 3 heures, près de 3 heures, pour progresser de 150 mètres sur la plage. Ça canardait, ça carnait. Oui, c'est mieux d'avoir mis. Pas me mettre quelque part. Parce que t'as le meilleur, c'est sûr. Alors, je vois pas évidemment ça.
Jean-Louis. Patronne de tous les martyrs tombés pour la patrie et symbole de la libération nationale, je vous demande de tenir une minute de silence. Je vous demande maintenant de chanter ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir, chefs soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, et au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang pur, arbre de nos sillons. La manifestation du Front National est terminée. Je leur... On va attendre les autres, hein. Très bien, mon cher. Très bien.
pas encore terminé. Vous voyez monsieur Bousquet. Ah, comment? Vous voyez monsieur Bousquet. Ah, qui? Bousquet? Bousquet est là, Bousquet. Ah. C'est comme vous voulez, hein. Et comme j'en parle, il y a pratiquement quasi toujours est-il que l'opération est rapprochée. Et il y a une affaire. Déjà, c'est un porté sur l'agenda. Non, il faut que ça soit monté et tout dans un mois. Parce que l'interdiction était justement appliquée en 1912. Si vous voulez, autour de Saint-Blanc, vous y êtes à côté de vous. Ah, bah écoutez, vous êtes... Parce qu'on discute un petit peu, oui. Vous êtes satisfait de vos éditeurs? Pas du tout. Ah, bah, ça me fait plaisir. Parce que moi aussi, j'ai passé mon esprit de... Quand j'ai acheté le bouquin, j'ai passé... Il y a juste, je le rapportais mais c'est vous que... Et oui, c'est arrivé. Enfin, je m'équipais les lettres, moi. Quand je suis allé là-bas, hein, j'ai vu de voitures sur le machin de la jeune fille. On le dit. Même conscience. Venez, Lebrun, venez. Alors, Une bonne tête de Gaulois. c'est les fiscales d'extrême. Une bonne tête de Gaulois. Une bonne tête de Gaulois. Tête de bois, avec eux, j'avais content, mais Gaulois. Jamais content, mais toujours souriant. Oui, toujours souriant. Toujours la boutade, plutôt, moi aussi, c'est vrai. J'étais en train de discuter. Et c'est là où il faudrait étudier. C'est là où il faudrait parce que c'est le seul moment où on peut toucher des gens qui posent des questions. Oui, Je viens de leur dire d'ailleurs. Je viens de leur dire. Moi, en rien de temps, j'aurais distribué au moins 50 tracts valables, hein, tout en ayant discuté. Hein. Et puis des journaux militants, j'en ai le double. Bon. Et alors les journaux publics, il ne faut pas les vendre, les premiers, il faut les distribuer. C'est vrai que tu payes le coup à l'ancien, là. Oh, j'espère que ça. c'est le propre des... Pourquoi? Bah regarde, c'est le jour. Ah oui, parce que ça dure trop longtemps. Vraiment, Ah oui, oui, oui. Autrement dit, tous les gens qui observent un peu l'état civil se rendent compte Puis un autre que j'ai écrit lorsque c'était à la cour. alors moi je serais plus. Non, mais la grâce, c'est
doctrinalisme, c'est-à-dire de toujours vouloir tout expliquer par des mots. Et immanquablement, au moment où j'exprime ce sentiment, me revient à l'esprit le propos de Shakespeare: il y a plus de choses entre le ciel et la terre que dans tous vos livres de philosophie. Et immanquablement, au moment où je m'adresse à un certain nombre de nos compatriotes, de mes compatriotes, je pense à ce que disait un auteur de qualité qui politiquement nous est éloigné, Victor Hugo, dans une assemblée parlementaire du siècle dernier. Il y avait eu là beaucoup de désordre, ce qui est commun à toute assemblée parlementaire, mais il y avait eu également beaucoup de disputes. Il leur déclara: parlons de Napoléon, cela nous fera du bien. Mon rôle en quelques 20 minutes est de vous parler de Jeanne d'Arc, et je pense que cela nous fera du bien par rapport à l'époque actuelle. Le problème est que l'histoire est toujours vivante et toujours présente. La distance chronologique est une chose qui n'a rien à voir avec la distance physique. À peine une trentaine de grands-pères nous séparent de l'époque du Christ. J'ai parfaitement et très bien connu mon grand-père né sous le Second Empire, je le disais tout à l'heure, qui lui-même avait parfaitement connu son grand-père né sous le Premier Empire, et comme je me charge vraisemblablement de dire à mes petits-enfants ce que ceux-là m'ont transmis, j'exprime d'abord l'idée que si nous sommes très peu de temps, et les compagnies d'assurance nous donnent 70 ans de moyenne sur la Terre pour accomplir la mission qui est à chacun d'entre nous, qui lui est dévolue, eh bien, les choses vont très vite, et qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'en évoquant Jeanne d'Arc aujourd'hui, nous évoquons quelque chose de trop ou de très lointain. C'est notre orgueil d'hommes modernes de croire que nous avons tout découvert ou que nous savons tout. Lorsque l'empereur Napoléon Ier donnait des instructions à l'escadre du Ponant à Brest, par le télégraphe chape entre Paris et Brest lorsqu'il faisait beau, cela mettait 11 minutes. C'est une des illusions de notre époque de croire que nous sommes vraiment plus forts et plus grands que ceux qui nous ont précédés. Alors de 2000 ans, nous passons à 1000 ans. C'est la création de la monarchie française, les chefs capétiens de notre peuple, les chefs populaires capétiens de notre peuple prennent en destin cette population sur ce territoire, et c'est l'élection au sens de la proclamation du Capet en 987, il y a seulement 1000 ans, dans quelques années. En faisant un bond, il y a là un très grand roi, Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis, qui a 3 fils, dont un auteur subalterne après la branche étudiante du PFN, faut le dire. Il se trouve qu'il y a des sympathies entre le PFN et le GUD, mais on n'est pas officiellement liés. Oui, mais vous apparaissez dans toutes les conférences de presse, je veux dire, ensemble. J'étais pas loin. Quand on est impliqué ensemble, oui. Et même dans tous les meetings, dans tous les trucs. Par exemple, le meeting du 18 février, vous y étiez tous, Renouveau Nationaliste, GUD, Renouveau, GUD et PFN. Le GUD n'était pas là. Le GUD n'était pas là. Ah si, il était représenté par... je sais plus qui il était représenté. Ah, vous savez plus, donc vous pouvez pas le dire. Non, mais j'ai la coupure qui date du 18 février. Ah ouais, mais ça fait mauvais dans l'interview de dire je sais, mais je... Pierre, oui. tu poseras ta question quand je te le dirai. Vas-y, dis-moi mon canard. Bah partez sur les brebis galeuses. Vas-y. Oui, on vous a accusé dans les années 75-76 d'une certaine dérive qui allait au-delà du mouvement politique. Il y a eu l'affaire Azan, où certains de vos militants, je mets ça entre guillemets, du GUD, mais aussi du PFN, ont été impliqués dans cette affaire. Il y a eu en 1976 l'affaire du bureau de poste de Courbevoie, où il y a eu une tentative de cambriolage qui s'est soldée par la mort de plusieurs personnes, qui étaient eux-mêmes des sympathisants ou des militants, toujours entre guillemets, du GUD et du PFN. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une sorte de dérive comme ça de certains de ces militants? Ce sont des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont été effectivement sympathisants de notre mouvement,
qui n'étaient pas militants du mouvement et qui ont été immédiatement écartés du mouvement à la suite de ces affaires. Et bien entendu qu'on ne peut pas se permettre de garder dans un mouvement politique sérieux des gens comme ça. Est-ce que... Attendez, tu reposeras la question. Oui. Élargis un peu, s'il te plaît. Élargis. Encore. C'est qui? Voilà. Question. Est-ce que ça n'est pas un petit peu facile, après coup, de dire nous avons exclu nos militants? Ce ne sont pas des militants qui ont été exclus, ces gens-là n'étaient pas des militants, mais des gens qui avaient des sympathies pour notre mouvement, et nous les avons impitoyablement écartés de notre mouvement. Il s'est passé dans le même temps... On ne peut pas surveiller la vie privée de tous les militants. Il s'est passé dans le même temps, politiquement cette fois-ci, une dérive qui n'était pas, disons, celle que vous souhaitiez éventuellement. Vous avez rejoint, par la bande, les partis giscardiens et les partis chiraciens de l'époque, le RPR et l'UDS. Il y a eu, au moment de la création du Parti des Forces Nouvelles, effectivement, des prises de contact et des rapprochements entre le parti et les mouvements d'opposition de la majorité de l'époque, qui étaient les chiraciens et les giscardiens. Un parti politique sérieux se doit d'avoir des contacts avec les autres mouvements, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, et il était tout à fait normal de prendre ces contacts, étant donné que nous voulions la troisième branche de la majorité. Ça a changé depuis? Depuis, nous sommes passés dans l'opposition et beaucoup de choses ont changé. Nous considérons notamment que le mouvement giscardien est en partie responsable de la victoire de Mitterrand le 10 mai, et donc nos contacts se sont beaucoup refroidis depuis. On a beaucoup dit qu'à une époque, Pascal Gauchon, qui était le responsable et le candidat à la présidence de la République du PFL, avait eu des contacts très prononcés avec le parti de Jacques Chirac. Il y a eu des contacts, bien entendu, comme lorsque Chirac rencontre Giscard, ça ne fait pas de drame et tout le monde ne s'interroge pas. Pascal Gauchon, responsable du Parti des Forces Nouvelles, a effectivement rencontré les responsables chiraciens et des responsables giscardiens dans le cadre de la ligne politique du mouvement de l'époque, qui était le rapprochement avec les grands partis et le fait que nous étions à l'époque la troisième branche de la majorité. On a beaucoup dit aussi qu'en étant dans l'opposition, vous avez eu des contacts toujours avec le RPR en particulier, et que, indépendamment des trois listes que vous avez présentées au municipal, certaines listes d'opposition classique ont eu des candidats du Parti des Forces Nouvelles sur leur liste. Nous avons, au moment des dernières municipales, prôné l'union totale de l'opposition contre la gauche. Et effectivement, il y a eu des responsables du PFN qui se sont trouvés en province sur des listes d'union de l'opposition. Ça ne s'est pas fait à Paris, mais en province, effectivement, nous avons travaillé aussi bien avec les giscardiens qu'avec les chiraciens pour une très large union de l'opposition pour faire échec à la gauche. On vous a beaucoup reproché, toujours dans la presse, d'avoir essentiellement, comment dirais-je, dissimulé la réalité du PFN sur les listes et d'être passé anonymement, si j'ose dire, sur les listes d'union d'opposition. C'est totalement faux. Nous étions très officiellement sur des listes d'union de l'opposition, partout où nous étions présents. Vous avez eu des élus? Nous avons eu des élus sur des listes d'opposition. Revenons au passé. Vous avez eu parmi vos dirigeants un autre grand ancien qui est encore dirigeant aujourd'hui, c'est Jacques Marchal, qui est là depuis très longtemps. Vous êtes un mouvement de jeunes, essentiellement. Bon, que fait un monsieur âgé, en quelque sorte, qui a au moins 35 ou 40 ans, avec un mouvement de jeunes? Jacques Marchal est actuellement membre du bureau politique du Parti des Forces Nouvelles. Il a 35 ans, il n'est pas encore gâteux, et je pense qu'il peut rester être au mouvement. Il représente, disons-nous, la tradition à l'intérieur du parti, et 35 ans n'est pas encore trop vieux. José Antonio disait qu'à 40 ans, il fallait quitter la responsabilité d'un parti. Il n'a pas encore 40 ans. Il est encore jeune. Vous citez José Antonio de Primo de Rivera, difficile à prononcer.
Expliquez-moi un peu qui est José Antonio. José Antonio était le fondateur de la Phalange espagnole et notamment un des éléments moteurs de la contre-révolution en Espagne. Il a, avec ses troupes, ses militants, participé aux côtés de Franco à la prise du pouvoir contre les marxistes. Nous en venons à la partie internationale de votre mouvement, si j'ose dire. Vous avez participé avec l'Eurodroite, enfin dans l'Eurodroite, avec M. Blas Pignard de Fuerza et avec M. Giorgio Almirante, qui est le secrétaire général du mouvement social italien. On qualifie l'un de parti néofasciste et l'autre de parti paléo-franquiste, si j'ose dire. José Antonio Primo de Rivera est l'idéologue, posthume, du second parti, du parti espagnol. Les références du MSI vont plutôt à Evola ou à Mussolini, carrément. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Franco, dans Mussolini, dans tous ces personnages? Nous ne nous reconnaissons pas dans le passé. Nous essayons d'être un mouvement d'avenir, nous sommes un mouvement d'avenir et nous ne nous appuyons absolument pas sur des choses qui se sont passées il y a 40 ou 50 ans. J'ai 20 ans, les militants du GUD ont tous 20 ans, ou à peu près, et nous essayons d'aller de l'avant et non pas regarder en arrière. Et effectivement, nous sommes membres de l'Eurodroite, nationalistes européens. Il est normal que nous ayons des contacts d'amitié avec les autres mouvements nationalistes, aussi bien en Italie, en Espagne comme vous l'avez dit, mais aussi en Belgique, en Grèce, au Portugal, en Autriche. Vous avez eu des rapports hors du cadre de l'Eurodroite avec le Parti des Forces Nouvelles belges. Dans le cadre de l'Eurodroite. Dans le cadre de l'Eurodroite, qu'au cours d'une interview récente, Giorgio Almirante a qualifié de néo-nazi. Giorgio Almirante est votre allié au sein de l'Eurodroite, il qualifie un autre mouvement de néo-nazi, c'est un petit peu étrange. Comment faites-vous pour vous reconnaître? Il y a eu une dérive du mouvement belge et nous suivons, nous sommes d'accord avec les déclarations de M. Almirante et nous n'avons plus de contact avec les forces nouvelles belges. Vous êtes justement, il y a des dérives comme celle-là, et vous n'avez pas de crainte qu'on vous accuse de dérives justement néo-nazis, néo-fascistes? Absolument pas. Aucun de nos militants ne sont des mythomanes ou des rêveurs, et ces gens-là sont très rapidement exclus ou s'en vont d'eux-mêmes d'ailleurs, d'une manière générale, vers d'autres mouvements. Par exemple? Par exemple, les autres mouvements nationalistes ou qui se prétendent nationalistes qui existent actuellement en France. Justement, il y a, si j'ose dire, sur votre droite, en quelque sorte, des mouvements concurrents. Un mouvement concurrent, essentiellement, qui est le regroupement nationaliste, qui regroupe trois autres mouvements. Enfin, trois mouvements. Le premier, c'est le mouvement nationaliste révolutionnaire. Le second, c'est l'œuvre française. Et le troisième, c'est le journal militant et ses comités de soutien. Vous pensez que c'est là-dedans qu'on retrouve éventuellement une dérive néo-nazie? Néo-nazis, je ne sais pas, mais je sais que ceux qui partent de chez nous, parce qu'ils nous considèrent comme trop modérés, se retrouvent généralement dans ce mouvement. Le MNR, à l'origine le Gage, est une scission, nous dirons, extrémiste de notre mouvement. Ils sont partis, ils ont fondé le Gage, le MNR ensuite, et ceux qui nous considèrent comme trop modérés, eh bien, se retrouvent là-bas. C'est à eux qu'ils se débrouillent. Je ne dirais pas qu'ils sont sur notre droite ou concurrents, ils sont ailleurs, je ne sais pas où exactement. Vous reconnaissez vous-même avoir été dans les origines d'un mouvement violent. Comment peut-on être plus extrémiste encore que vous l'étiez à une époque? Un mouvement violent, extrémiste, non, nous ne sommes ni violents ni extrémistes. Nous sommes nationalistes, on nous taxe d'extrémisme. Nous voulons nous exprimer, nous croyons à la liberté d'expression, on nous empêche de parler, il faut bien que nous fassions entendre notre voix, notamment dans les facultés de gauche, où lorsque des militants du GUD viennent distribuer des tracts ou même veulent se présenter aux élections universitaires, ils sont immédiatement matraqués par les commandos de choc gauchistes, et je crois que c'est là que se trouve la violence et l'extrémisme, et non pas chez nous. Nous nous défendons contre les agressions, mais je ne crois pas qu'on puisse citer un exemple d'agression du GUD.
J'ignore si on peut citer des agressions ou des exemples, mais on peut en revanche vous accuser, disons, de céder facilement à un certain folklore vestimentaire, d'insignes, autre chose, qui peuvent vous cataloguer avec un côté militaro-politique, si j'ose dire. On veut faire croire que les militants du GUD ont tous le crâne rasé, qui se baladent en bottes et blousons de cuir. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup au GUD actuellement. Le blouson de cuir qu'on nous reproche est très efficace pour parer les coups. Et croyez-moi, on nous accuse peut-être d'attaquer et de taper sur tout le monde, mais je crois qu'on prend beaucoup de coups. Et c'est très efficace pour ça, et c'est pas une mode vestimentaire, c'est un besoin. Vous avez quand même cédé au folklore à une époque en faisant des démonstrations assez spectaculaires à la faculté d'Assas, en étant tous rangés avec des casques noirs, des croix celtiques, des lances, tout un folklore. Ce folklore à l'époque, vous pouvez sans doute citer des photos assez connues du GUD, il faut les remettre dans leur contexte. C'était l'époque où les gauchistes attaquaient Assas, et ces photos ont été prises le jour où le service d'ordre du GUD se trouvait rassemblé pour empêcher une provocation gauchiste à l'intérieur de la faculté. Parmi le folklore, si j'ose dire, il y a votre emblème qui est devenu un emblème, enfin vos deux emblèmes en fait. D'un côté la croix celtique, et de l'autre côté l'emblème célèbre s'il en fut du rat. Dans le premier cas, la croix celtique, vous vous rattachez à une tradition qui est ancienne. On a même dit que Pierre Sidos a accusé tous les mouvements comme le vôtre d'avoir carrément volé son insigne. Alors, la croix celtique? La croix celtique vient du mouvement, au départ, la première utilisation politique. Je veux dire, la croix celtique, c'est effectivement Jeune Nation, qui était à l'époque dirigée par Pierre Sidos. Nous considérons que notre mouvement est dans la lignée, dans la tradition de Jeune Nation, Occident, Ordre Nouveau, et c'est pour ça que nous arborons la croix celtique, qui est pour nous un symbole d'action et de force, qui représente, c'est l'un des plus vieux symboles de l'Occident, et c'est pour ça que nous l'apportons, et nous sommes très fiers de l'apporter. Quant au rat, c'est un peu plus drôle. Les gauchistes, à l'époque de la création du GUD, avaient sorti une affiche où on voyait un rat absolument abominable, en disant, et le texte était « Écrasons la vermine fasciste », avec les rats grouillaient partout. Et ben, nous en avons fait, pourquoi pas un rat, nous en avons fait un animal sympathique, c'est un animal intelligent, il est partout, comme nous. Les rats ont été dessinés par Jacques Marchal, qui est un dessinateur assez talentueux, me semble-t-il. Il dessine toujours. Il dessine toujours, oui. Et il continue sa bande dessinée du rat? Il continue de temps en temps, il refait une bande dessinée, il fait toujours les affiches. L'affiche du GUD qui est actuellement chez l'imprimeur, un rat. C'est notre symbole, nous le gardons. Vous savez que le rat a franchi les frontières. Là aussi, on vous accuse, sinon vous, du moins vos symboles, de vous être retrouvés avec des mouvements qui étaient des mouvements extrémistes, très extrémistes, à l'étranger. On vous accuse en particulier, la presse étrangère cette fois-ci, accuse le rat justement d'avoir franchi la frontière italienne, et on retrouve le rat dans des journaux qui sont des journaux dans lesquels on trouve des extrémistes liés aux terroristes italiens. Ça vous paraît pas un peu étrange de retrouver ce genre de choses? Le rat se retrouve en Italie effectivement, mais aussi en Espagne. Le rat, c'est dans la Voce della Fogna, je crois, c'est La Voix des égouts, qui est le journal du Fouane, qui est l'équivalent du GUD italien, et des lycéens. Mais ce ne sont pas des extrémistes, et lorsqu'il y a eu en Italie, comme il y a pu y avoir en France, des tendances extrémistes, des glissements vers l'extrémisme ou vers le terrorisme en Italie, puisque c'est un des drames actuels de l'Italie, ces gens-là ont été rapidement exclus, se sont retrouvés à Ordine Nuovo ou à d'autres mouvements qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Rappelons tout de même qu'en Italie, l'extrémisme entre guillemets noir a fait plus de morts que l'extrémisme rouge. Bon, il y a eu plus de 200 morts, avec le dernier attentat en date, c'est l'attentat de la gare de Bologne qui a fait 85 morts. Alors l'attentat de la gare de Bologne, il faudrait d'abord prouver que ce soit des extrémistes de droite. Je crois, et nous croyons savoir, que c'est une parfaite provocation policière. Vous voyez, en France comme en Italie, les provocations policières se retrouvent, c'est pas du même ordre, heureusement.
heureusement pour les victimes. Belle provocation policière qui a permis notamment d'emprisonner un très grand nombre de militants du MSI ou de lycéens liés au MSI qui se sont retrouvés en prison pour 6 mois sans aucune raison, sans procès et sans avocat. Mais par exemple, parmi les gens emprisonnés qui écrivent dans la Voce della Fogna, il y a une personne intéressante qui est Claudio Muti qui a été emprisonné pour l'attentat d'Italicus. Tout de même, quel rassemblement, si j'ose dire. Ça vous gêne pas? Généralement, les gens qui sont emprisonnés en Italie on les accuse d'attentat, les preuves sont faites rarement. Au bout de 2 ans, ils ressortent sans procès, sans avoir eu d'avocat entre-temps. Quant à ceux qui ont réellement participé à des attentats ou à une répression contre l'extrême gauche, ces gens-là ne sont plus au MSI ou n'y ont jamais été. Vous pensez à Stefano Dell'Ecchia, par exemple? Par exemple. Parmi les gens qui écrivent dans la Voce della Fogna, il y a un Français qui s'appelle Guillaume Fay et qui est membre de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, vous avez l'affiliation d'origine de la Nouvelle Droite, dans le sens où vous vous recommandez de ce que fut autrefois Europe Action et Dominique Vénère. La Nouvelle Droite procède directement de Dominique Vénère. Est-ce que vous avez des liens idéologiques avec la Nouvelle Droite? Il y a des liens effectivement d'ordre idéologique avec la Nouvelle Droite. Nous sommes relativement d'accord avec un certain nombre des propositions, des thèses de la Nouvelle Droite, mais nous n'avons aucun lien, disons, il n'y a aucune interdépendance entre la Nouvelle Droite de Dominique Vénère ou Jean-Marie Benoît et le Parti des Forces Nouvelles, qui lui veut être une nouvelle droite politique. Vous vouliez dire Alain de Benoît? Alain de Benoît, oui. En ce qui concerne la Nouvelle Droite, disons idéologique, j'entends, vous avez des membres du PFN qui sont membres tout simplement de... Mais je peux pas t'aller. Non, non, vous connaissez pas. Bon. Vous pas de photos ici, hein, rien du tout. Hein. C'est 2 ou 3 ici, seulement. Ok. 2 ou 3 ici et le reste sur le panneau là-bas. Vas-y, vas-y. Tiens, le grand balai, tu colles. Allez, viens. Tu peux pas t'amuser. Oh la vache, c'est pas raffiné. Affiche. Les installations sont bien.
Ouais. Ah, ça va. Encore une, allez. Encore une, mais surtout après tu... Oh, c'est bon. C'est bon. On remballe. Allez. Ouais. La télé espagnole, putain. Tiens, tu lui amènes une affiche, t'amènes une affiche à Jérôme. Faites le tour. S'il te plaît. Entoure-la bien. Entoure-la bien, c'est bon là. Le bas là. Alex l'arrache. Notamment en URSS. Pourquoi, moi je voudrais simplement, oui, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous êtes tous rasés, vous avez tous, vous enlevez des blouses violentes. Ouais, tous rasés. Hein. Oui, mais moi j'aimerais savoir. On n'est pas rasé, on a des blouses au cœur parce que c'est bien contre la colle et ça tient froid, ça tient chaud. Ça tient et chaud. on n'est pas rasé. Surtout et on n'emmerde personne. Mais non, mais pas On est nombreux parce que on se fait souvent. Il y a souvent des gens vous croyez qu'il qui a l'air nous vraiment attaquent. gentil? Mais c'est un... C'est un agneau. Tu as l'air gentil, non? Allez, Voilà, pas de c'est ça, mal. le Tu as l'air gentil, non? C'est ça le fâche. Voilà. Le baiser. On en met une deuxième à côté. Entre le bleu sur la gauche. Plus haut, plus haut, plus haut. C'est bon, c'est bon. Vas-y, monte là, recommence. Voilà. Vas-y, monte. C'est bon, vas-y. Et on continue là. Sortez plus d'affiches, sortez d'autres affiches.
Là, tu m'en mets une en dessous. Les gars. Vas-y, ça. C'est bon.